Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 4. L'affaire Caxido. Après l'affaire de Rexanang, il se déroula 2 mois pendant lesquels Gaval Seneg enchaîna les missions sans intérêt. Monter la garde devant un bâtiment officiel, accompagner des prisonniers en chemin vers leur lieu de détention, participer aux forces de sécurité lors d'un rassemblement politique. La véritable action commençait à lui manquer. Le suicide de Rexanang avait quasiment été oublié par toute la Confédération et la vie reprenait tranquillement son train-train. Malgré tout, Gaval pensait toujours à garder les oreilles et les yeux ouverts. Il n'avait pas entendu parler de l'ordre nouveau une seule fois, et n'avait pas remarqué de comportements étranges parmi les collègues qu'il croisait au gré de ses affectations. Il commençait même à douter des dires de son capitaine. La situation était-elle si catastrophique ? Était-on vraiment au bord d'un renversement de gouvernement ? Tout semblait si calme et paisible. Il venait de terminer la veille une mission insipide sur Vambar, une planète éloignée du centre, et sans grand intérêt. Il se préparait à présent, à de nouveau aller voir son supérieur, s'attendant à une autre assignation quelconque. Lorsqu'il pénétra dans le bureau, il trouva son chef plus nerveux qu'à l'accoutumée. « Cadet, commença Hérol. Vous me semblez avoir besoin de congé. »« Capitaine » s'étonna ce dernier. « Vous allez prendre 5 jours de repos, ordonna-t-il. « Mais je vous conseille d'aller sur une planète nommée Caxido. Elle se situe loin du centre galactique, elle est très calme et un peu en retard sur le reste de la Confédération. Mais il s'agit d'une parfaite candidate pour être tranquille et passer inaperçue. » L'intérêt de Gaval monta d'un cran et en son fort intérieur. Il se dit que ses vacances allaient se révéler plus stimulantes que les dernières missions qu'il avait effectuées. Le capitaine Gaffin a mis la main sur un renseignement étrange, reprit Hérol en baissant la voix. Plusieurs gros conglomérats se sont donné rendez-vous sur cette planète perdue. Très peu d'informations ont filtré et nous en avons déduit qu'ils veulent garder cette réunion secrète. Il y a peut-être un rapport avec la mort de Rexanang. Mais en réalité, nous n'en savons rien. Je ne peux pas vous donner d'affectation officielle pour aller là-bas, vous allez donc vous y rendre en dehors de toute mission, pendant les jours de congé que je vous accorde. Parfait monsieur, affirma Gaval avec une telle motivation qu'Hérol ne put s'empêcher de sourire. Que souhaitez-vous que je fasse une fois sur place ? Ouvrez les yeux et les oreilles. Essayez de nouer des contacts de manière discrète, mais faites bien attention. Il ne faut pas qu'on vous soupçonne de quoi que ce soit. Votre but consiste à comprendre pourquoi les plus gros conglomérats de la Confédération se réunissent là-bas. Il consulta son Orcom avant de continuer. J'ai fait des recherches sur cet endroit. Cette planète est si insignifiante qu'elle ne possède qu'un seul hall des transactions marchands. Le rendez-vous se fera sur l'astroport commercial et commencera dans 47 heures. Soyez-y avant et notez tout ce que vous verrez. Par contre, vous devrez garder ce que vous apprendrez pour vous. Ne me contactez pas tant que vous resterez sur place. Nous devons éviter les communications longue distance non sécurisées. Oui, monsieur. Bonne chance Seneg. Vous serez seul sur Caxido. Aucun problème. Hérol eut un léger sourire avant d'ajouter. Eh bien, à dans 5 jours alors. Oui, monsieur. Gaval quitta le bureau de son capitaine. Cela faisait 2 mois qu'il ne s'était pas senti aussi enthousiaste. Il revint dans sa chambre et prépara un sac de voyage en prenant soin de laisser sur Dortar tout ce qu'il identifiait comme un agent de l'APC. Pas d'uniforme bien sûr, pas d'immatriculation, et après une longue hésitation, pas d'Orcom non plus. Il s'était habitué à l'utilisation de ce petit objet à tel point que de partir sans lui se révélait un vrai crève-cœur. Malgré tout, rien que cet Orcom indiquait qu'il faisait partie des agents enquêteurs. Impossible de l'avoir sur lui, surtout s'il se faisait prendre. Une fois son sac prêt, il se dirigea vers la plateforme d'embarquement, et repéra une place dans une navette qui réalisait plusieurs fois par jour le trajet entre la base de l'APC et Dortar elle-même. Il arriva à l'astroport planétaire et se renseigna auprès d'une des bornes pour trouver un transport commercial en partance vers Caxido. Il n'y en avait aucun. Il poursuivit sa recherche et finit par obtenir une solution bancale, mais qui pouvait le sortir d'embarras. Un vaisseau quittait Dortar dans peu de temps pour aller sur Seleta à mi-chemin de sa destination,
puis un cargo marchand proposait de faire la suite de l'itinéraire. Au total, cela faisait 44 heures de voyage. Il grimaça, c'était juste, mais il finalisa les transactions pour confirmer sa présence. De toute façon, il n'avait pas trouvé d'autre moyen de se rendre à destination dans le temps imparti. Il prit place sur le Potanel en partance pour Séleta 1 heure plus tard. Il s'agissait d'un transport plutôt bas de gamme pouvant emporter seulement 500 personnes. Il ne correspondait pas aux standards de qualité des lignes commerciales très empruntées. Ici, pas de chambre pour les voyageurs qui devaient se contenter de somnoler dans leur siège, pas de salle à manger, mais une simple cantine distribuant des repas proposés sur un plateau en plastique blanc, où on avait l'impression d'avaler quelque chose de caoutchouteux sans véritable goût bien défini. Au moins l'eau est gratuite et à volonté, se dit Gaval après avoir réussi à ingérer une bouchée de sa nourriture. Le trajet se fit sans incident et il débarqua sur l'astroport de Séleta pour se rendre aussitôt vers l'emplacement du prochain transport qui lui avait été indiqué lorsqu'il avait commandé ses places. Il sortit du bâtiment dédié aux passagers, moderne, muni de boutiques et de nombreux sièges, pour arriver dans une section plus rustique, celle des cargos de fret, qui se situait en retrait des lignes commerciales. Cette section se trouvait à l'air libre, et offrait un contraste saisissant avec la partie précédente. Une multitude d'allées donnaient accès à des emplacements appelés hangars, mais qui n'étaient en réalité que des trous d'environ 1 mètre de profondeur, assez spacieux en largeur et longueur pour pouvoir y placer des engins de très grande taille. Ils possédaient tous une passerelle rétractable faisant le lien entre les 2 niveaux du sol. Ici, pas de fioritures, pas de sièges, et bien sûr, pas de boutique. Gaval traversa les nombreuses artères en jetant des coups d'œil aux différents panneaux qui indiquaient chaque position. Il s'agissait d'un vrai labyrinthe, où un néophyte ne pouvait s'orienter qu'avec difficulté. Il finit, malgré tout, par repérer le hangar du cargo qui devait l'emmener sur Caxido. Il se planta devant l'engin et l'examina d'un œil critique. Il n'en connaissait pas la date de construction, mais nul doute qu'il n'avait pas été conçu la veille. D'un aspect assez massif, il possédait plusieurs sections de couleurs différentes, comme s'il avait été rapiécé au fil du temps. Ça vole encore ce truc-là, pensa Gaval dubitatif en hésitant à s'avancer. Il n'eut pas l'occasion de poursuivre son questionnement, car un sas s'ouvrit, laissant sortir une femme aux cheveux coupés courts d'un certain âge, et habillée d'une sorte de bleu de travail. « C'est vous mon passager ?» demanda-t-elle. « Je me nomme Gaval Sénègue, » se présenta-t-il. « J'ai payé une place pour Caxido. Je m'appelle Famazir, mais tout le monde m'appelle Fami. Entrez mon gars, on va partir. » Elle fit pénétrer le cadet dans le cargo. Ce dernier semblait tout aussi vieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au fil des couloirs, Gaval nota quelques outils posés à même le sol, des panneaux ouverts d'où sortaient des câbles de différentes couleurs et quelques caisses entassées de ci de là. « Faites pas attention au bazar, dit Fami. C'est rare que j'ai un passager et de toute façon, j'ai passé l'âge de faire le ménage dans ce coucou. » Pas de problème madame. Oh, mon gars, mais tu ne vas pas m'appeler madame pendant 18 heures. Tu vas m'appeler Fami comme tout le monde et on va se tutoyer. Le cadet sourit. D'accord Fami. Voilà, beaucoup mieux. Au bout d'un couloir, elle ouvrit un sas et l'invita à entrer. Ta chambre, annonça-t-elle, c'est pas le grand luxe, mais il y a un lit et des draps propres. Fais pas attention aux caisses qui traînent là, ajouta-t-elle en désignant 3 hautes piles qui montaient presque jusqu'au plafond. J'avais besoin de place pour mettre quelques pièces de rechange au cas où. Ce vieux coucou tombe souvent en panne. Ouah, fit Gaval pas trop rassuré. T'inquiète, il a réussi à passer les révisions il y a 15 jours. On devrait atteindre Caxido sans problème. Enfin, normalement, compléta-t-elle en riant. Je te laisse t'installer, je vais donner les ordres pour le décollage et si ensuite tu veux manger un morceau, retrouve-moi à la cuisine. Là-bas, au bout, dit-elle en désignant un autre couloir. Merci Fami. Elle quitta la cabine, et il se contenta de poser son sac sur le lit avant de s'y asseoir. Le matelas s'enfonça quelque peu, signe que le système d'antigravité qui le maintenait en place ne devait plus trop fonctionner correctement. Faut espérer que je ne me retrouve pas par terre en plein milieu de la nuit, pensa-t-il. Il attendit de ressentir les secousses dues au décollage du cargo,
puis il se leva et décida de rejoindre Famille. Elle cuisait quelque chose sur une antique cuisinière, dans une minuscule pièce faisant office de coin repas et qui contenait le strict minimum pour se préparer à manger. « T'as faim » demanda-t-elle en le voyant arriver. « Un peu, oui » répondit-il. « Parfait, assis-toi là » fit-elle en désignant un haut tabouret à côté d'un petit comptoir. Tout en continuant à mélanger ce qui ressemblait à une grosse omelette verte, elle entama la conversation. « Alors mon gars, qu'est-ce que tu vas faire sur Caxido ? » « Eh bien, j'ai décidé d'y passer quelques jours de vacances. »« Quoi, des vacances sur Caxido ? Non, mais tu connais cette planète ? » J'en ai juste un peu entendu parler. »« Et tu veux y aller pour passer des vacances ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Mais y a rien là-bas. Imagine un coin perdu au fin fond de la Confédération où il n'y a rien à faire. Eh bien, c'est Caxido. Les pauvres gars qui y habitent ne savent même pas pourquoi ils s'y trouvent. La moitié voudrait se barrer, mais n'ont pas assez d'argent pour le faire, et l'autre moitié a jeté l'éponge il y a longtemps. Caxido, c'est comme un trou noir, une fois que t'es dessus, tu peux plus partir. Passer des vacances là-bas, non, mais quelle idée. Et tu vas faire quoi ? Eh bien, je souhaitais juste me reposer de façon tranquille. Ah bah, ça, tu vas être tranquille, oui, c'est mort. Y a rien à y faire, à part dormir toute la journée. Famille se mit alors à rire en divisant son omelette verte pour la verser sur 2 assiettes. Prendre des vacances sur Caxido. Tu dois être le premier gars de toute l'histoire de la Confédération à vouloir prendre des vacances dans cet endroit. Les types là-bas, ils vont halluciner quand ils vont te voir arriver. Le premier touriste de toute leur histoire. Ils vont te faire une statue, oui. Gaval ne put s'empêcher de sourire en saisissant l'assiette que lui tendait Famille. « Et vous » demanda-t-il, « pourquoi vous y allez ? » « Bah moi, j'ai besoin de sous » affirma-t-elle en soupirant. Cette planète ne produit qu'un peu de minerais, alors ils importent presque toute leur nourriture. Du coup, il faut les livrer. Le problème, c'est que souvent on repart de là-bas à vide. Font très peu d'excédents. J'aime pas bien ça, mais des fois, j'ai pas le choix. Faut bien manger. Je prends les contrats que je trouve. Les gros conglomérats nous en laissent pas beaucoup. Ils se gavent avec leur flotte de centaines d'énormes cargos. Nous autres, les petits marchands, on fait ce qu'on peut avec des engagements qui rapportent juste assez pour s'acheter à manger et de quoi faire des réparations. Je vois, murmura Gaval. Vous avez entendu parler de la mort de Rexanang ? Bah comme tout le monde, répliqua Famille. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais t'expliquer mon gars, ces types-là ont trop de sous. Ça leur retourne le cerveau. Font plus partie de notre monde. Ils distribuent des millions comme si c'était des centimes pour nous. Ils ne savent pas ce qui reste vraiment important. Parce qu'en plus, ils n'ont plus d'amis pour leur remettre les pieds sur terre. Tu parles, il n'y a que des requins autour d'eux qui n'attendent qu'une chose, les bouffer pour récupérer une part du gâteau. Peuvent pas être heureux ces gars-là. Ils pensent qu'ils le sont, mais c'est pas vrai. Non, crois-moi, je vais te dire, moi je suis bien contente de mon sort. J'ai pas d'argent, des fois je saute 1 ou 2 repas pour acheter de quoi réparer cette vieux coucou. Mais au moins quand quelqu'un s'intéresse à moi, je sais que ce n'est pas pour mes sous. Ça, c'est la vraie vie. Vous avez totalement raison Famille. Bien sûr que j'ai raison mon gars. Ils continuèrent à deviser de choses et d'autres tout en mangeant. Le jeune cadet trouvant d'ailleurs que cette étrange omelette se révélait plus goûteuse que la fade nourriture qu'il avait ingurgitée sur le potanel. « Je vais aller me coucher si ça te dérange pas mon gars », fit Famille après avoir terminé son assiette. « On arrivera sur Caxido demain à 10h, heure standard de la conf. Il devrait être aux environs de 19h sur la planète. La nuit sera en train de tomber. Tu pourras commencer ta première journée de vacances en visitant cet endroit de nuit. J'espère que t'as de quoi t'éclairer, parce que là-bas, ils connaissent pas encore les lampadaires. » Gaval sourit. « Bonne nuit Famille. »« Bonne nuit mon gars, » dit-elle en quittant la cuisine. Il resta quelques minutes de plus, en repensant à ce que son hôtesse avait dit. Quel personnage cette petite bonne femme. Il ne regrettait pas d'avoir pris une place sur son cargo rien que pour cela. Il se dirigea ensuite vers la chambre qu'on lui avait allouée pour y dormir malgré les quelques sautes d'humeur de l'antigravité du lit. Le lendemain matin,
il retrouva Famille assise dans un couloir, un instrument étrange à la main, en train de ranger des câbles avant de refermer la trappe. « Alors, t'as passé une bonne nuit, mon gars ?» demanda-t-elle. « J'ai parfaitement bien dormi, » répondit-il. « Impeccable. Je t'ai laissé de quoi manger dans la cuisine. Moi, je finis de réparer ce fichu système d'amortisseur. Faudrait quand même pas qu'on s'écrase sur Caxido, hein? Je ne préférerais pas, avoua Gaval avant de se diriger vers le coin repas. Il y prit son petit déjeuner tout en réfléchissant. Comment allait-il procéder une fois sur place? Essayer de discuter avec les miliciens des gros conglomérats? Peu probable qu'ils disent quelque chose et cela pourrait éveiller leurs soupçons. Les observer de loin? Oui, mais il ne pourra pas apprendre grand-chose dans ce cas. En plus, impossible de connaître dans l'immédiat la configuration des lieux. Parler aux habitants de Caxido présents sur l'astroport pour savoir si eux possédaient quelques précieuses informations? Les gros conglomérats avaient choisi cette planète perdue pour rester discrets, peu envisageable qu'ils aient fourni des renseignements aux locaux. Franchement, il avait beau se creuser les méninges, il n'avait pas vraiment d'idée sur comment procéder. J'espère qu'Errol ne m'envoie pas sur Caxido pour rien, pensa-t-il. Faudrait au moins que je trouve quelques indices. Un très long moment passa encore, pendant lequel il continua de réfléchir, essayant d'élaborer un plan génial qui allait l'aider à réaliser sa mission. Au bout d'un moment, il dut s'avouer qu'il n'arrivait à rien, et qu'il ne possédait qu'une seule véritable solution, improviser une fois sur place. La voix de Famille se fit alors entendre dans les haut-parleurs du cargo. « On effectue les manœuvres d'approche », annonça-t-elle. « On va se poser dans 10 minutes. » Il revint vers sa chambre, rangea son sac et le prit avant de se diriger vers le couloir menant au sas. Il y croisa la vieille femme, dont le visage affichait un air contrarié. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Y a plus de place dans ce fichu astroport, » déclara-t-elle. « Ils m'ont mis à la limite extérieure. Jamais vu ça depuis que je fais ce métier. » Comment cela se fait-il? Il paraît qu'il y a plein de monde. Non, mais tu te rends compte? Plein de monde sur Caxido? N'importe quoi. D'habitude, il n'y a pas plus de 2 ou 3 cargos en même temps. Il se passe un truc bizarre ici. Pas normal tout ça. Une petite secousse indiqua que l'ordinateur de bord venait de les faire atterrir. Famille attendit un peu, puis se dirigea vers le sas pour l'ouvrir. Une bouffée d'air chaud et lourd pénétra aussitôt à l'intérieur. « Bienvenue sur Caxido », fit Famille sur un ton narquois avant de sortir. Elle se tourna ensuite vers Gaval qui quittait le vaisseau à son tour et lui donna une poignée de main énergique. « Mon gars, ça aura été un vrai plaisir de t'avoir comme passager. »« Tout le plaisir aura été pour moi, » répondit-il. « J'ai été très heureux de faire votre connaissance. »« Moi de même, » dit-elle en souriant. « Faut que j'aille au hall des transactions pour qu'on décharge ma marchandise. Je te souhaite un bon séjour sur Caxido. Enfin si c'est possible de passer un bon séjour ici. » Merci Famille. La vieille femme se dirigea d'un pas énergique vers le centre du complexe, là où se situait le hall. Tous les astroports de fret de la Confédération des planètes étaient bâtis sur le même principe. Ils ressemblaient, vus du ciel, à de grosses toiles d'araignée. 8 routes principales partaient du milieu et dessinaient de grandes lignes droites jusqu'à la périphérie. Elles constituaient, au sol, les uniques points de passage pour entrer ou sortir de cet endroit. En plein centre du complexe, la forme sombre du hall des transactions trônait avec une certaine majesté. Les hangars, quant à eux, étaient disposés en vrac tout autour, tandis que des chemins transversaux les reliaient aux routes principales en complétant de cette façon le schéma de cette étrange toile. Gaval regarda autour de lui. La nuit tombait et tous les emplacements de vaisseaux semblaient occupés. Il était temps de se mettre au travail. Il utilisa les 2 larges poignées de son pactage pour s'en servir comme s'il s'agissait d'un sac à dos afin d'avoir les mains libres. Puis il débuta son enquête en déambulant dans l'astroport et en observant les cargos les uns après les autres. Ceux qui se situaient les plus loin du hall possédaient tous les mêmes points communs. De taille modeste, simples et parfois abîmés, ils appartenaient sans aucun doute possible à des petits marchands. Gaval avança vers le centre et au fur et à mesure commença à repérer des vaisseaux de gros conglomérats. Plus imposants que les transports de fret, leur emblème affiché sur la coque et 4 miliciens au garde-à-vous devant le sas d'entrée, le doute n'était pas permis.
Il mémorisa les différents noms qu'il découvrait. Kerm, bien sûr, l'un des plus puissants, Sepho, Harrod, Rangel. Il en nota 10 de plus. Toutes ces sociétés correspondaient au haut du panier des gros conglomérats, les plus riches et les plus influentes. Mais qu'est-ce qu'il se passe, pensa-t-il. Pourquoi se sont-ils tous donné rendez-vous ici? Il faut que j'arrive à trouver des indices. Il se dirigea vers le hall des transactions, espérant réussir à parler avec quelqu'un. Les immenses portes de ce bâtiment restaient ouvertes presque en permanence. Ce hall-ci n'était qu'un vaste espace, sans aucun mur de séparation où cohabitaient une gargote infâme et quelques boutiques minables. Le plafond culminait à une telle hauteur qu'un vaisseau de taille standard aurait pu y pénétrer. Le moindre bruit résonnait dans tout l'endroit, et il suffisait que peu de gens parlent en même temps pour y créer un brouhaha très désagréable. Le sol carrelé, en partie recouvert d'une couche de terre mêlée à de la poussière, indiquait que le nettoyage ne constituait pas ici la préoccupation principale. Au fond du hall, le comptoir marchand occupait toute la largeur de l'espace disponible. Gaval se tint à l'entrée pendant quelques secondes, cherchant du regard le lieu le plus à même de l'aider dans sa mission. La gargote lui parut presque aussitôt la plus intéressante. Des dockers buvaient des verres en discutant autour de plusieurs tables. Il se dirigea vers l'une d'entre elles qui se trouvait vacante et commanda une bière locale au patron. Non loin de lui, 2 hommes et une femme, habillés de façon simple et d'un certain âge, étaient assis, une chope en main en parlant assez fort. Il ne devait pas s'agir de leur première boisson alcoolisée de la journée. « Non, mais avez vu les zigotos là ?» demanda l'un d'eux. « Ils vont casser le boulot », répliqua la femme. « Ils ont rien à décharger. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ?»« Ils sont pas venus pour bosser de toute façon », affirma le troisième. « J'ai croisé un des types qui sortait de leur espèce de forteresse. Il était entouré d'au moins 6 bonshommes armés jusqu'aux dents, comme s'il s'attendait à être attaqué. Il est allé voir Kerm. Je l'ai entendu dire en chemin que ça lui plaisait pas d'avoir débarqué sur cette planète paumée, mais qu'il devait garder la réunion secrète, qu'il fallait pas mettre au courant le ON. Le quoi? Le ON. C'est quoi ça? Bah, j'en sais rien, moi. J'espère qu'ils vont se parer vite fait en tout cas. J'aime pas les gros conglomérats. Rien que des sensus ces gars. Les autres acquiescèrent. J'ai l'impression qu'ils vont tous dans le vaisseau de Kerm, reprit la femme. J'ai vu 3 groupes s'y rendre pendant que je déchargeais le Vinestan. Ils montent un coup pour sûr. Tu crois? Fit l'un des hommes sur un ton sardonique. Ils attendent un dernier gros conglomérat, annonça le troisième. Comment tu sais ça? Bah y a encore un hangar de libre pas loin du hall. Et Yelor leur a filé les meilleures places. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui doit arriver. Je pensais pas que Yelor se couchait devant les gros conglomérats. M'avait l'air d'un type plutôt bien, fit la femme songeuse. Yelor est comme tout le monde. Quand on lui donne un paquet de fric, il dit oui. Elle grimaça. Je crois pas non. T'es amoureuse ou quoi? Ça va pas? Le silence retomba, puis quelques secondes plus tard, la conversation reprit sur un autre sujet. Gaval n'avait appris que peu de choses, mais au moins, cela confirmait que les gros conglomérats s'étaient donné rendez-vous sur Caxido pour se cacher de quelque chose. ON? Qu'est-ce que cela pouvait être? Une personne? Une organisation? Tout en buvant sa bière, il chercha la signification de ces 2 lettres. Bien sûr, pensa-t-il au bout d'un moment. ON, ordre nouveau. Ils sont venus ici pour se planquer par rapport à eux. Mais pourquoi? Il se remémora alors le meurtre de Rexanang. Un début d'explication commençait à apparaître. Et si l'ordre essayait de prendre le contrôle des gros conglomérats? Cela éclaircissait les brusques changements de poste au sein de ces structures, ainsi qu'un assassinat déguisé pour le récalcitrant, et tout cela avec l'aide de l'APC. L'estomac de Gaval se noua tout à coup. Non. Ce ne pouvait pas être aussi grave que cela. Il s'interdisait d'imaginer qu'une organisation quelconque puisse faire de telles choses à un niveau si élevé. Il reposa sa chope, incapable d'en boire une goutte de plus, et se leva pour prendre l'air. Dehors la nuit était maintenant tombée, mais l'atmosphère conservait encore sa chaleur lourde et désagréable. Gaval se dirigea vers le sud,
passant à côté de l'énorme forteresse de Kerm et se souvint que c'était là que le rendez-vous devait se tenir. Il repéra un autre large vaisseau non loin, et en fit le tour afin de trouver un poste d'observation tranquille, sans regard indiscret. Il existait, entre la coque et le niveau du sol de l'astroport, un espace suffisant dans la fosse pour se glisser et s'asseoir. Depuis cet endroit, il avait une vue parfaite sur l'entrée du cargo de Kerm et ne se situait qu'à 50 mètres seulement. Une distance idéale pour scruter les allées et venues sans l'aide de jumelles. Il s'installa, ne laissant que sa tête dépasser de sa cache, et fixa la passerelle déployée du vaisseau de Kerm, ainsi que les 4 miliciens armés qui gardaient le sas principal. De longues minutes s'écoulèrent sans aucun fait notable. À un moment donné, une jeune femme aux cheveux roux passa non loin d'eux, les regarda d'un air désapprobateur, puis continua son chemin. Probablement une petite marchande, pensa Gaval. Peu après, une autre femme, mais aux habits riches et sophistiqués cette fois, s'approcha entourée de ses propres gardes. Un des miliciens de Kerm lui présenta une plaque afin de vérifier son identité avant de lui accorder le droit d'entrer. Encore une fois, de longues minutes s'écoulèrent, qui se transformèrent en une demi-heure bien tassée. Gaval soupira. Que de temps à attendre pour si peu de renseignements récoltés. Il se demandait au fond de lui s'il utilisait la bonne méthode. D'un autre côté, quoi faire d'autre? Il devait rester discret, ne surtout pas se faire remarquer. Au moins de ce côté-là, c'était réussi, personne ne savait pourquoi il se trouvait là. D'ailleurs, lui-même se posait aussi la question. Il essaya de bouger un peu pour chercher une nouvelle posture, car il commençait à ankyloser. C'est à ce moment précis qu'un puissant flash de lumière jaillit du cargo de Kerm, suivi aussitôt après d'un bruit étourdissant. Gaval se plaqua contre le sol de la fosse par pur réflexe. Une énorme boule de feu venait d'éventrer le vaisseau, et de nombreux débris fusaient en tous sens, déchiquetant les bâtiments alentours en projetant un nuage de poussière qui emplit tout l'espace. Il se protégea la tête comme il put avec ses bras tandis que, rendu à moitié sourd par le vacarme de l'explosion, ses oreilles se mirent à bourdonner de façon très désagréable. Une quantité incalculable de fragments expulsés perforait le cargo contre lequel il se trouvait ou se plantait dans la terre à seulement quelques centimètres de lui. Il attendit que le déluge se calme, puis se releva avec prudence. Il entrevit le vaisseau de Kerm, en flammes, éventré, au milieu d'un impressionnant nuage de poussière. Il devait au moins manquer un bon tiers de sa structure. Le hall des transactions derrière lui paraissait en sale état. Une des énormes portes d'entrée s'était effondrée, de même que le haut du mur et l'un des clochers. Ce dernier gisait au sol en barrant une partie de l'ouverture. Sonnet Gaval regardait la scène sans comprendre. C'est alors que la deuxième explosion eut lieu. Du coin de l'œil il vit une lumière aveuglante, et de nouveau, il se plaqua contre la terre de la fosse. Le déluge recommença, mais il se situait un peu plus loin, et le vaisseau contre lequel il se trouvait lui octroyait une meilleure protection. Il se releva une fois le calme partiellement revenu, et décida de s'extraire de son abri. Il devait partir d'ici en quittant le plus vite possible l'enceinte de l'astroport. Partout, la fumée et les poussières soulevées par les explosions rendaient l'air difficile à respirer. Des personnes paniquées, blessées pour certaines, couraient en tous sens, affolées, ne sachant ni où aller ni où obtenir de l'aide. De nombreux corps gisaient au sol, parfois dans une mare de sang, parfois sévèrement brûlés. Gaval se hâta en direction d'une des sorties. Ce faisant, il se cogna contre la jeune femme rousse qu'il avait déjà remarquée auparavant, et qui, elle, semblait remonter vers le hall des transactions. Il s'arrêta étonné et se retourna pour l'observer. Il la vit se glisser à l'intérieur du bâtiment après avoir escaladé une partie des débris. Mais que fait-elle, pensa-t-il. Elle est folle d'entrer là-dedans. La structure va finir par s'effondrer. Puis, il regarda autour de lui et constata à quel point les deux explosions avaient fait des dégâts. De nombreux cargos avaient été transpercés par des fragments de gants, les rendant inutilisables pour sortir de l'atmosphère. L'un d'entre eux, celui du conglomérat d'Ankenor, tentait malgré tout de décoller, mais ses moteurs ne devaient plus fonctionner de façon correcte, car alors qu'il avait atteint les 15 mètres d'altitude, il subit un brusque décrochage pour s'écraser sur un autre vaisseau resté au sol. Ils s'éventrèrent l'un l'autre, avant que le premier ne finisse par rouler sur des hangars, percutant au passage tout ce qui se trouvait à sa portée. Effaré, Gaval regardait le spectacle, incapable de bouger,
comme cloué sur place par l'énormité de l'événement. Non, impossible. Ce ne pouvait pas arriver. Il ne sut combien de temps, il resta ainsi, mais au bout d'un moment, il remarqua du coin de l'œil la jeune femme sortir du hall des transactions. Elle longeait le bâtiment et tenait par la main un petit garçon de moins de 10 ans. C'était donc ça, pensa-t-il. Elle était partie chercher ce gamin. Les deux se mirent à courir à perdre haleine en prenant l'allée sud. Gaval récupéra alors brusquement ses esprits. Fuir. Il fallait quitter cet endroit au plus vite, ou bien il ne s'en sortirait pas vivant. Il se détourna et à son tour se dirigea le plus vite possible vers le plus proche passage menant à l'extérieur de l'astroport. Une troisième explosion retentit. Le souffle le plaqua au sol, tandis qu'il sentait quelque chose le percuter au niveau du crâne. Une violente lumière rouge éclata sous ses paupières, puis tout devint noir. L'endroit semblait calme, aucun bruit, mais une étrange odeur qu'il n'arriva pas à déterminer. Il ouvrit les paupières et se rendit compte à quel point cette simple action s'avérait difficile. La lumière l'aveugla dans un premier temps et il préféra refermer les yeux. Quelques secondes plus tard, il retenta l'expérience. Gaval se trouvait allongé sur une couche, dans une grande salle au sol et aux murs immaculés. Il remarqua de nombreux autres lits, sur chacun d'eux, il y avait la silhouette d'un homme ou d'une femme. Plusieurs personnes habillées de tuniques blanches s'affairaient autour d'eux, parlant avec ceux qui étaient étendus, leur donnant à boire, ou arrangeant les pansements. Il se redressa partiellement et grimaça aussitôt. Une fulgurante douleur à l'arrière de son crâne lui fit comprendre pourquoi il se trouvait ici. Quelqu'un se précipita vers lui. Il s'agissait d'une des femmes en blouse. « Oh là, restez tranquille », ordonna-t-elle en forçant Gaval à se rallonger. « Vous devez vous reposer. » « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il tout en constatant qu'il avait la bouche pâteuse. « Vous êtes blessé. Vous vous trouviez dans l'astroport de Caxido durant l'attentat. Vous souvenez-vous de quelque chose ?» Caxido ? Oui, des explosions, je me rappelle. Parfait. Il s'agit d'une bonne chose. Vous avez eu une importante commotion à la tête. Cela aurait pu vous causer des pertes de mémoire. Non, tout me semble assez clair, murmura Gaval. Puis, tentant de nouveau de se relever malgré les protestations de la soignante, il reprit. Je dois partir d'ici, je dois parler à mon supérieur. Non, non, certainement pas. Vous n'êtes pas en état de quitter l'hôpital. Je peux vous fournir un intercom si vous souhaitez appeler quelqu'un. Mais vous resterez dans ce lit. Il s'agit d'un problème de la plus grande importance. Peut-être, mais il est hors de question que je vous laisse vous lever. Si vous continuez à vous agiter, je serai obligé de vous sédater. Gaval baissa les bras. Bien, fit-il, mais je veux un intercom, de façon urgente, et j'aimerais savoir où je me trouve. Sur Caxido ? Non, il y avait beaucoup trop de blessés. Caxido ne pouvait pas tous les gérer. Vous êtes sur Tido, le système le plus proche. Merci. Puis-je avoir l'intercom ? La femme soupira et alla voir une de ses collègues. Elle sembla lui demander de surveiller ce patient récalcitrant, tandis qu'elle-même s'absentait. Elle revint quelques minutes plus tard avec un petit objet en forme de gros galet blanc. Il la remercia et attendit qu'elle parte s'occuper de quelqu'un d'autre pour activer l'appareil. La situation se révélait délicate pour communiquer avec son supérieur. Non seulement, il y avait beaucoup de monde dans cette salle, mais de plus, il n'aurait aucun moyen de sécuriser la conversation. En murmurant, il demanda à l'intercom une liaison directe pour Erol. La voix synthétique de l'objet déclara qu'elle lançait le protocole d'appel. Il fallut de nombreuses minutes avant qu'elle ne signale que son destinataire était disponible. « Cadet Sénègue » fit Erol étonné. « Vous ?» ?»« Capitaine » coupa Gaval en continuant à chuchoter. « Je me trouve dans une chambre d'hôpital sur Tido, avec plein de monde. »« Je comprends. Comment allez-vous ? Quand j'ai entendu ce qu'il s'était passé sur Caxido, je m'attendais au pire vous concernant. »« Je vais plutôt bien, vu les circonstances. J'ai une blessure à la tête. Je ne sais pas quand je pourrai sortir d'ici. Mes vacances se sont révélées différentes par rapport à ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas eu le temps de réaliser beaucoup de visites touristiques,
mais le peu que j'ai noté m'a semblé intéressant. Je vous expliquerai une fois de retour. Il y eut un silence, puis Errol reprit la parole. Je vois, je compte sur vous pour revenir dans peu de temps. Du travail vous attend. J'ai de nouvelles missions pour vous, dont une pas très loin d'où vous vous situez en ce moment même. Oui, capitaine. Je vais faire de mon mieux pour sortir. Par contre, je n'ai pas mon Orcom avec moi. Il s'agit d'un détail. Une fois dehors, rendez-vous dans le poste de l'APC le plus proche. Je vous expliquerai ce que j'attends de vous. D'autres agents sont déjà sur le coup, mais j'aimerais que vous en soyez également. Bien, capitaine. Je sais que je vous demande beaucoup, mais je compte sur vous, cadet. C'est important. Je comprends. Gaval éteignit l'appareil. Il avait essayé de faire passer un message à son supérieur, mais il semblerait que les choses aient quelque peu évolué durant les heures qui avaient suivi l'attentat. Il se connecta au RIC public pour en apprendre plus, toujours grâce à l'intercom. Les informations tournaient en boucle sur l'incroyable événement qui s'était produit sur Caxido. Visiblement, plus rien d'autre n'avait d'importance dans la Confédération. Les journalistes décrivaient ce qu'il s'était déroulé sur la lointaine planète avec moult détails, expliquant quel vaisseau avait explosé, dans quel ordre, exposant le décompte des morts et des blessés, puis terminant en disant que 3 cargos avaient réussi à s'enfuir et qu'ils étaient recherchés par l'APC. Le visage des 3 petits marchands était affiché sur l'écran de la surface de l'intercom pour informer la population de se méfier de ces 3 personnes, peut-être les auteurs de l'attentat. Gaval sursauta en voyant l'un d'eux. Il s'agissait de la jeune femme rousse qu'il avait croisée, celle qui était partie récupérer le gamin dans le hall des transactions. Il réfléchit. Non, cette femme ne pouvait pas avoir posé les bombes dans les vaisseaux des gros conglomérats, de même que les 2 autres accusés. Jamais il n'aurait pu entrer. Les miliciens gardaient l'accès, vérifiaient les identités, et puis pénétraient dans ces forteresses avec un objet explosif? Quelle blague! Tous ces gros conglomérats se comportaient à la limite de la paranoïa. Les scanners internes détectaient tout ce qui pouvait s'avérer dangereux. Franchement, un petit marchand capable de s'introduire là-dedans avec une bombe? Cela relevait de l'énorme plaisanterie. Alors pourquoi le RIC diffusait leurs photos? Pour détourner l'attention, pensa Gaval, pour éviter de se poser des questions sur les véritables auteurs. Il pointe du doigt des gens quelconques qui ont réussi à s'enfuir afin de continuer à rester dans l'ombre. Car il faut avoir des complices dans ces milices pour mettre des bombes dans ces vaisseaux. Il s'agit d'une mission réalisée par des infiltrés. Un autre gros conglomérat qui voulait atténuer le pouvoir de ses petits camarades? Non, bien sûr. Cet ordre nouveau plutôt. Il leur a envoyé un message. Continuez à me résister et je vous réduis tous en miettes. Gaval soupira. Il devait quitter cet hôpital rapidement. Il appela un docteur qui passait non loin de son lit. Dites-moi, dans combien de temps vais-je pouvoir rentrer chez moi? L'homme s'approcha, utilisa une petite tablette pour vérifier le dossier du patient, puis annonça. Dans 5 ou 6 jours. Quoi? Impossible, je dois partir avant. Et vous êtes quoi? Médecin, j'imagine que vous savez mieux que moi ce dont vous avez besoin. Non, mais je suis agent enquêteur de l'APC, et je dois. Que vous soyez agent enquêteur ou bien pâtissier, cela m'est égal. Vous allez rester dans cet hôpital le temps qu'il faut pour vous rétablir. N'y a-t-il aucun moyen pour que je sorte avant? Demanda-t-il sur un ton un peu plus aimable en espérant que cela amadoue l'homme. Si vous semblez récupérer assez vite, disons que vous pourrez nous quitter d'ici 2 ou 3 jours. Gaval soupira. Bien, merci, fit-il pour clore la conversation. Le médecin s'éloigna. Hors de question que je reste ici plus de quelques heures, pensa-t-il. J'ai l'impression que nous sommes en journée, mais dès que la nuit sera tombée, il devrait y avoir moins de personnel. Il observa de façon attentive la grande chambre dans laquelle il se trouvait. Il devait y avoir au moins une vingtaine de lits disposés de part et d'autre du couloir central. À leur côté, une petite table de nuit et une armoire de taille réduite. En notant les allées et venues et le travail des soignants, il se rendit compte que dans ces armoires avaient été rangées les affaires personnelles de chaque malade. Il attendit que personne ne le regarde et se força à se lever. S'asseoir fut une véritable épreuve. Une douleur vive éclata dans son crâne,
tandis que le sol et les murs se mettaient à bouger. Il resta sur le bord de son lit pendant plusieurs secondes, les pieds simplement posés sur le carrelage froid, et patienta le temps que le vertige disparaisse. Lorsqu'il se sentit mieux, il se pencha un peu vers l'avant afin d'atteindre la poignée de son armoire. Il l'ouvrit et constata avec plaisir que son sac et ses vêtements étaient rangés à l'intérieur. Il se recoucha, satisfait, mais non sans mal. L'effort avait été tel qu'il sombra presque aussitôt dans un sommeil étrange, où des bâtiments explosaient de toutes parts et où le visage de la jeune marchande revenait sans cesse au premier plan. Jade avait préféré s'asseoir par terre sur un monticule de débris. Il affichait un visage sombre et ruminait des pensées douloureuses. « Je n'ai jamais souhaité tout cela », affirma Céliane à côté de lui sur un ton plaintif. Il releva la tête vers elle. « C'est-à-dire » demanda-t-il. « Je voulais devenir marchande, voyager dans toute la Confédération à bord de mon cargo. Rester libre, aller où le vent me portait et profiter du calme des trajets pour lire sous le dôme du jardin. Il s'agissait de mon unique désir. J'avais déjà imaginé toute ma vie, et cela me rendait heureuse. » Elle émit un faible sourire en se remémorant cette période. « Mais au lieu de cela, reprit-elle d'un ton plus sec, j'ai subi l'attentat de Caxido, je me suis fait pourchasser par l'ordre nouveau, j'ai presque été jetée dans les bras des pirates, par toi en plus. Je suis même morte. Plusieurs fois. Pour au final atterrir au sein d'une civilisation avec laquelle je n'ai aucun point commun. » « Quoi » s'exclama Jade. « Mais tu es Céliane. Nous sommes ta famille. » Elle secoua la tête avec énergie. « Non » répliqua-t-elle d'une voix vacillante comme si elle allait se mettre à pleurer. « Je n'ai rien à voir avec vous. Les miens habitent sur Befsal, et cela fait plus d'1 an que je ne leur ai pas rendu visite. Je ne voulais rien de tout ça. Ni cette stupide clé du pouvoir en forme d'enclume ni passer des heures en compagnie de cette chose. » Elle pointa du doigt un gigantesque insecte posté non loin d'eux et qui les observait de ses étranges yeux à facettes. La créature se mit à siffler et à émettre des bruits insolites. Elle réussit au final à articuler quelques mots compréhensibles de façon maladroite. « Vous humains idiots, affirma-t-elle. Vous, refusez destin. Nous, faire sacrifice pour groupe. Vous toujours penser individu, pas à race entière. » Les Cilians sont différents, intervint Jade. L'insecte secoua son énorme tête. Vous, conservez votre état de grand singe, expliqua-t-elle. Juste un peu évolué, mais vous restez primate. Non, je ne suis pas d'accord, reprit Jade. D'ailleurs. Et toi, coupa Céliane. Tu m'as laissé tomber. Quoi? Je croyais que tu m'aimais, continua-t-elle. Mais tu t'es contenté de faire avec moi ce que tu as fait à toutes les femmes que tu as rencontrées. Tu m'as séduite, tu t'es amusée avec moi, et tu as fini par m'ignorer. Tu es incapable de rester constant. Je ne peux pas avoir confiance en toi. Tu ne m'as même jamais dit que tu m'aimais. Pire. Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle, cria Céliane en pointant du doigt une femme qui leur faisait face. Elle leur sourit mystérieusement. Ses lèvres possédaient un maquillage rouge sombre, tandis que ses yeux étaient fardés de noir. Ses longs cheveux descendaient en cascade bouclée le long de ses bras. « Il me préfère à toi, c'est vrai, susurra-t-elle. Il faut dire que tu es si quelconque ma pauvre Céliane. Regarde-toi dans une glace. Aucune classe. Moi, par contre, j'ai tous les hommes à mes pieds. Et lui, ajouta-t-elle en fixant Jade, il m'appartient. Ma chose, mon pantin. » Tandis que son sourire s'agrandissait peu à peu pour devenir presque carnassier, Jade sentit une immense tristesse l'envahir. « Je suis désolé, » murmura-t-il à l'attention de Céliane. « Je n'ai pas été assez présent pour toi. J'aurais dû plus te protéger. J'aimerais que tu me pardonnes. J'aurais dû t'avouer mes sentiments il y a longtemps. Te confesser que l'instant où tu es morte a été le pire moment de ma vie. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur, un tel vide au creux de moi. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je n'arrive pas à supporter cette souffrance. Elle m'empêche de respirer. Elle rend fou. » Des larmes apparurent dans ses yeux, et commencèrent à couler le long de ses joues. « Je souhaite vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours, »
continua-t-il. Et si je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est parce que ce que j'éprouve est si fort que cela me fait mal. Il pressa une main contre son cœur. C'est comme un étau dans ma poitrine. Je n'arrive pas à te l'avouer quand tu te trouves en face de moi. Et si jamais je laissais ces pensées s'infiltrer dans le Naal, j'ai peur qu'elles renversent tout sur leur passage, qu'elles balaient toutes les personnes connectées. Alors, je prends sur moi, j'essaie de me contrôler, de ne montrer de moi que le simple séducteur. Mais je ne m'amuse pas avec toi. Tu comptes plus pour moi que n'importe qui. Il hésita avant de continuer. Et si jamais tu me rejetais? Et si tu me trouvais si ridicule que tu décides de m'abandonner? Je ne sais pas comment je le vivrais. J'ai besoin de toi. Céliane tourna la tête vers lui. Elle paraissait encore plus fâchée. Non, tu mens, cria-t-elle si fort que Jade sursauta. Il ouvrit les yeux et frissonna. Il se situait dans son lit, seul dans le noir. Quel rêve, pensa-t-il perturbé, à la limite du cauchemar. Il s'agissait de la première fois qu'il faisait ce type de songe. Il s'assit et le visage de Céliane s'imposa à son esprit. Une vague de profonde tristesse l'envahit. Il plongea sa tête dans ses mains et soupira bruyamment. Il serait temps que je le lui dise. Peut-être va-t-elle finir par me détester. Je ne peux pas continuer à me dérober ainsi. J'arrive à gérer des situations dangereuses, je risque ma vie sans aucun souci, mais je reste incapable de lui avouer mes sentiments. Pourquoi? Il faudrait que je lui raconte tout, en commençant par ma première vraie rencontre avec elle. Ce rêve me signale probablement que je dois me prendre en charge. Il se mit à grimacer. Mais pourquoi je n'arrive pas à en avoir le courage? Après tout, je ne compte plus le nombre de femmes que j'ai séduit pour le plaisir ou pour le travail. Mais elle, impossible de lui dire à quel point elle est importante pour moi. Pourquoi? Il soupira. Oh, bazar, mais que c'est compliqué les sentiments. Il rejeta les draps d'un geste sec et se leva. Il ne savait pas quelle heure il était, mais il ne souhaitait plus dormir de toute façon. Autant entamer une nouvelle journée.